Je m'appelle Jared Wexler et, depuis 20 ans, chaque lever de soleil me plonge dans le béton, les poutres d'acier ou la terre récalcitrante de Barrow Falls, dans le Wisconsin. J'ai lancé mon entreprise de construction avec rien d'autre qu'un pick-up cabossé, une boîte à outils pleine d'espoir et la ferme conviction que mes deux mains pouvaient construire quelque chose de concret. Pas de prêt, pas d'investisseur, pas de filet de sécurité, juste 20 jours, des outils rouillés qui avaient survécu à mon vieux pick-up et un côté têtu hérité de mon père. Il disait que la valeur d'un homme se mesurait à la sueur de son front et à la force de sa poignée de main. J'ai porté ces deux valeurs dans chaque projet, des fondations délabrées de l'église de Fifth Street à la rutilante bibliothèque municipale qui existe toujours au centre-ville. Il y a 11 ans, j'ai épousé Alyssa, le regard vif et déterminé à sa manière, à l'orée d'un champ où j'avais posé les bases de mon premier vrai contrat. Elle enseignait en CE2 à l'école élémentaire de Meadowbrook, et entre les plans de cours et les réunions parents-professeurs, nous construisons une vie. Notre fils, Mika, est né il y a 9 ans, et dès son premier cri, j'ai découvert un amour plus vif que n'importe quelle poutre d'acier et plus délicat que la porcelaine la plus fine. Tout ce que j'ai construit par la suite était pour lui, le bac à sable du jardin, la cabane dans les arbres surplombant l'étang, les robustes tabourets de bar de notre cuisine où il mangeait des céréales et me racontait ses aventures. Alors, quand Alyssa est venue me voir l'après-midi où son frère Sean Donovan a perdu son emploi à Chicago, j'ai reconnu ce regard suppliant, cette urgence murmurée qu'elle avait perfectionnée au fil des années de loyauté familiale. Jared, a-t-elle dit à voix basse pour que Mika ne l'entende pas, il est en difficulté. Il a besoin d'un nouveau départ. J'ai refermé le registre que je tenais en équilibre sur mon bureau et je l'ai regardé par-dessus mes lunettes. Sean, prétentieux, tape à accent graveleuil, arrogant, le genre d'homme qui conduisait une escalade noire pour montrer qu'il appartenait à un endroit où il n'avait jamais été admis. Je l'avais vu lors de réunions de famille, dépensant de l'argent en boissons, compliments et blagues creuses qui reflétaient son propre besoin d'attention. Mais c'était le frère d'Alyssa. Le même sang qui coulait dans ses veines sereines coulait aussi dans son cœur agité. J'hésitais. Mon esprit imaginait les pires scénarios. Un homme qui pensait qu'aucune tâche insignifiante ne valait son temps. Un homme qui n'avait jamais levé une pelle sans être payé. Ou un homme qui voyait peut-être mon entreprise non pas comme une bouée de sauvetage, mais comme un terrain de jeu pour ses ambitions. Pourtant, lorsque j'ai regardé Alyssa dans les yeux pleins d'espoir, d'inquiétude et de confiance, j'ai cédé. Je me suis dit que la clémence était une vertu. Je me suis rappelé que nous étions une famille. J'ai donc proposé à Sean un poste chez Wexler & Son Construction, un titre confortable, un vrai salaire et la promesse qu'il gagnerait le respect en faisant exactement ce qu'on attendait de lui. Le matin de son arrivée, je lui ai remis un polo impeccable de l'entreprise et un badge plastifié avec son nom sous le titre d'assistant coordinateur de projet. Il hocha la tête, esquissa ce sourire confiant et expérimenté, et dit « Merci, Jared. Tu ne le regretteras pas », je lui tapai sur l'épaule et sentis une vague de doute m'envahir. Mais c'était ça, la foi. C'était donner sa chance à un homme. Les semaines passèrent et, un après-midi, je m'adossai à mon fauteuil en cuir, regardant Sean passer devant mon bureau avec l'aisance d'un homme qui maîtrise chacun de ses pas. Il discutait avec les chefs de chantier, échangeant blagues et cigares. Il planait au-dessus des chefs de projet, prodiguant des conseils spontanés sur le coût des matériaux et les plannings des entrepreneurs. Je me disais que c'était juste l'ego d'un nouvel embauché qui cherchait ses marques. Mais mon estomac se serrait à chaque fois que je passais devant son box, où je voyais des feuilles de calcul réorganisées, des fils de discussion transférés sans explication et des contrats annotés de son écriture en boucle. Un jeudi matin, Monica Reyes, la coordinatrice exécutive qui m'accompagnait depuis que j'avais griffonné mon premier business plan sur des serviettes de bar, s'est glissée dans mon bureau, l'air si grave que j'ai cru qu'elle était malade. « Jared », a-t-elle murmuré en se penchant vers moi. « Sean m'a demandé de réacheminer un paiement fournisseur à votre nom, 124 500 $, à Midwest Steelworks, mais j'ai conservé des copies. » Sa voix calme tremblait de loyauté et de peur. J'ai fermé les yeux et j'ai senti l'air me quitter. « Il monte un dossier », a dit Monica, d'une voix suffisamment basse pour que les murs du bureau ne l'entendent pas, il vous tend un piège pour détournement de fonds. Ce soir-là, j'étais assise seule à ma table de cuisine, la maquette d'avion à moitié peinte de Mike abandonnée à proximité, et le verre de vin presque vide d'Alyssa, froid, posé chez elle. Je me suis repassé chaque interaction, chaque feuille de calcul, chaque bloc-notes d'approbation amicale que Sean m'avait distribué comme des bonbons. Mon cœur battait à tout rompre, comme si je lui avais tendu une arme chargée. La pitié était devenue ma plus grande vulnérabilité.
Je regardais par la fenêtre la faible lueur des lampadaires se reflétant sur l'allée enneigée. Entre clémence et paranoïa, je réalisais que j'avais signé mon propre mandat. Je faisais confiance à ma famille. Je croyais aux secondes chances. Mais je n'avais jamais douté que l'ambition d'un homme puisse transformer la générosité en trahison. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Monica. Sa voix répondit en 2 sonneries. J'ai archivé toutes les chaînes de demande, toutes les factures redirigées et tous les emails qu'il avait falsifiés. On sera prêt. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le poids de mon erreur retomber sur moi, telle la gagnante du Wisconsin. La clémence m'avait conduite ici, au bord de la perte de tout ce que j'avais construit. Mon entreprise, ma réputation, ma famille. J'ai fermé les yeux et murmuré à la pièce vide. J'appelais sa clémence. Je les ai rouverts. Et à cet instant, j'ai su ce qui allait suivre. Il s'est avéré que je lui tendais une arme chargée. Dès l'instant où Sean Donovan est arrivé sur mon chantier, vêtu d'un polo d'entreprise fraîchement repassé, j'ai senti un changement dans l'air, tel le calme avant la tempête. Il évoluait avec l'aisance d'une célébrité sur un tapis rouge, hochant la tête et souriant comme si toutes les bottes tachées de boue devaient s'incliner à son arrivée. Je l'observais depuis le bord du puits de fondation où mon contremaître Dave et moi examinions le placement des barres d'armature. Dave a tendu le menton vers Sean. Il se sent comme chez lui, a marmonné Dave en s'essuyant la graisse de la paume. J'ai haussé les épaules et j'ai forcé un rire, mais un nœud s'est noué intérieurement. Sean ne se contentait pas d'apprendre les ficelles du métier ou de poser les bonnes questions. Il a plutôt réécrit le calendrier du projet, réduisant les délais de moitié et exigeant des équipes qu'elles fassent 2 fois plus de travail le week-end. Il entrait dans la caravane du bureau, souriait à Monica comme s'il partageait une blague secrète, et feuilletait ses classeurs méticuleusement organisés. Au début, je me suis dit qu'il était ambitieux, impatient de faire ses preuves. Mais lorsque j'ai découvert les notes de réunion de mon chef de projet éparpillées sur la table de pause, annotées de sa main avec des suggestions contraires à mes propres spécifications, j'ai compris que je lui avais donné un jouet dangereux. Dans les jours qui ont suivi, Sean a systématiquement écarté ceux qui le remettaient en question. Il a fait l'éloge de Marcus, l'un de mes chefs de chantier, devant toute l'équipe, lui accordant une légère augmentation de salaire et une gloire mitigée. Marcus rayonnait comme un homme à qui on aurait donné un billet de loterie. Pendant ce temps, Lily, mon assistante chef de projet, est arrivée un matin et a découvert que Sean avait réaffecté la moitié de ses appels de sous-traitants à sa propre feuille de calcul, supprimant complètement son nom. Elle a regardé le document modifié avec incrédulité, les yeux brillants. Il ne peut pas, a-t-elle commencé, mais il s'éloignait déjà, parlant au téléphone comme si elle n'avait jamais existé. J'ai tenté de le confronter une fois, le coinçant près des bennes à ordures derrière la remorque. Je lui ai dit d'arrêter de saper mon équipe, de respecter la chaîne de commandement. Il se retourna lentement, un sourcil moqueur arqué au-dessus de ses yeux noirs. « Jared, dit-il d'une voix froide et glaciale. Je suis là pour optimiser cette entreprise. Je ne suis pas ton laquais. » Il marqua une pause, comme s'il prenait la mesure de la douleur qui allait suivre. « Tu m'as engagé pour t'aider, tu te souviens ?» Puis il s'éloigna, me laissant le regard perdu dans ses pensées, la frustration et le regret tourbillonnant en mica comme un mauvais repas. La nouvelle se répandit rapidement. Des clients appelaient avec des questions nerveuses. Pourquoi le rapport d'avancement mensuel avait-il changé de format? Pourquoi les échéances de paiement étaient-elles avancées? Même les inspecteurs municipaux remarquèrent des plans révisés estampillés à mon nom, mais rédigés avec la police élégante Sean. Je sentais les clients composer mon numéro, puis hésiter avant d'appeler Sean. Chaque fois que je décrochais le téléphone, je sentais le tremblement dans ma voix me dire que je perdais le contrôle de l'entreprise que j'avais créée. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les pins bordant le lac Willow, je restais tard pour trier les emails de la journée. Ma boîte de réception était un champ de mine. Facture fournisseur transmise sans explication. Bon de commande approuvé sans ma signature. Monica s'est glissée dans le bureau, le visage blême sous les néons. Elle a fermé la porte sans bruit et m'a tendu une épaisse pile de documents imprimés. Ce sont toutes les révisions de contrat que Sean a apportées cette semaine, a-t-elle dit. Il modifie le cahier des charges, gonfle les coûts des matériaux et réoriente les fonds vers des sous-traitants fantômes. Mon pouce est accéléré en feuilletant les pages. Chaque modification portait ses initiales, chaque chiffre gonflé de pourcentages qui me faisait bouillir le sang. J'ai levé les yeux vers Monica. Il faut l'arrêter, ai-je dit d'une voix rauque. Il n'est pas là pour aider.
Il est là pour prendre le contrôle. Elle a hoché la tête, le regard féroce. J'ai tout sauvegardé dans un dossier séparé, mais je ne sais pas jusqu'où il est allé. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis remémoré toutes les conversations que j'avais eues avec Shan, toutes les tapes amicales que j'avais prises pour un soutien sincère. Je me souvenais du regard suppliant d'Alyssa, de sa conviction que cela aiderait son frère à se relever. Je me souvenais de lui avoir promis sa clémence, convaincu que je faisais le bon choix. Maintenant, les plannings déréglés et les poursuites judiciaires de fournisseurs désemparés s'accumulaient comme des amoncellements de neige, menaçant d'enterrer tout ce que j'avais construit. Le lendemain matin, je me suis évadé. J'ai réuni l'équipe principale, Dave, Lily, Monica, et nous nous sommes blottis dans la salle de conférence. J'ai étalé les documents imprimés que Shan avait laissés derrière lui. Contrats falsifiés, signatures falsifiées, postes inexpliqués qui redirigeaient les paiements vers des boîtes postales vides. Leur visage reflétait le choc, la trahison, la colère. Lily a frappé du poing sur la table. Il nous poignarde dans le dos. Dave s'est penché. Nous devons tout documenter. Chaque appel, chaque courriel, chaque sabotage. Au cours de la semaine suivante, Monica et moi avons dénoué son intrigue. Elle comparait les bons de commande aux relevés bancaires, démasquait des sociétés écrans enregistrées sous des adresses alternatives et remontait les dépenses non autorisées jusqu'au compte personnel de Shan. Chaque soir, j'étais assis à ma table de cuisine, examinant des feuilles de calcul au stylo rouge, encerclant les anomalies. Alyssa rôdait au bord de la porte, l'inquiétude se lisant sur son visage. J'essayais de lui expliquer, mais la honte me serrait la gorge. Quand Shan comprit que j'avais découvert ses manigances, il frappa plus vite. Il convoqua une réunion générale, se tenant en bout de table avec une assurance raffinée, déclarant que j'étais réfractaire au changement et inapte à diriger sur un marché moderne. Il fit circuler une note suggérant au conseil d'administration d'évaluer mes performances et d'envisager une nouvelle direction. Ces paroles étaient un poison enrobé de sucre. Nombre de mes supérieurs restèrent assis, stupéfaits, en silence, me regardant, puis Shan, le regard inondé d'incertitude. J'eus des sueurs froides en me levant pour parler. J'exposai les preuves, emails, factures, journaux numériques, la voix assurée malgré le tremblement intérieur. J'ai rappelé à chacun le travail que nous avions accompli ensemble, les bâtiments que nous avions construits à partir de rien, la communauté que nous avions servie. J'ai parlé de loyauté, de sueur et de la promesse faite à ceux qui m'avaient fait confiance. Le sourire suffisant de Shan s'est estompé à mesure que je révélais chaque faux document, chaque paiement détourné. À la fin de la réunion, le vent avait tourné. Mon équipe s'est ralliée, m'offrant son soutien et s'excusant d'avoir douté de moi. Mais je savais que la bataille était loin d'être gagnée. Le poison de Shan s'était infiltré dans tous les recoins de mon entreprise. Le détruire me coûterait tout ce qui me restait, et même plus. Tandis que la foule se dispersait, Monica m'a glissé un mot. J'ai sauvegardé tout sur un disque dur sécurisé. Nous sommes prêts pour la suite. J'ai fermé la porte de la salle de réunion et je me suis appuyé contre elle, essoufflé. J'ai imaginé le visage de Mika, confiant et radieux. J'ai imaginé les premières poutres que j'avais soulevées, les mains de mon père guidant les miennes. La miséricorde avait apporté la honte à ma porte. Mais je comprenais maintenant que la loyauté envers ma famille n'exigeait pas de sacrifier la confiance de ceux qui avaient bâti leur vie à mes côtés. J'ai redressé les épaules et quitté la pièce, déterminé à reprendre possession de ce qui m'appartenait, à protéger ceux qui croyaient en moi et à débusquer le serpent au polo de l'entreprise avant qu'il n'enfonce ses crocs plus profondément. Je me suis réveillé ce lundi matin avant l'aube, le ciel encore teinté de pourpre et de gris, tandis que j'enfilais une chemise boutonnée neuve et le seul costume qui me restait dans le placard. La location au bord du lac n'avait pas de code vestimentaire, mais je me suis forcé à être impeccable, au cas où. Mes chaussures en cuir grinçaient contre le parquet tandis que je traversais les 3 couloirs qui menaient à la chambre où Mika dormait profondément dans ses draps Star Wars. Je me suis arrêté à la porte, écoutant le doux murmure de sa respiration. Il ne savait pas encore que son monde allait basculer aujourd'hui. J'ai fermé les yeux et murmuré, « Je vais arranger ça, mon pote. » Puis je me suis tourné vers la porte et l'inconnu qui m'attendait. Lorsque j'arrivai sur le parking de l'entreprise, le ciel s'était éclairci d'un bleu pâle. Je me garai à côté d'une berline noire que je ne reconnaissais pas et marquai une pause avant d'atteindre la poignée de porte. L'air sentait l'asphalte frais et le pin des arbres environnants, une odeur que j'avais autrefois associée à la possibilité, et non à la trahison. Je redressai les épaules, expirai lentement et sortis.
Mon cœur battait la chamade comme un métronome en allegro. En approchant de l'entrée principale, 2 hommes en costume sombre attendaient devant les portes vitrées. Je ne reconnus pas leur visage, mais je reconnus l'autorité dans leur posture. Épaules carrées, pieds plantés au sol, le regard scrutant, ma poitrine se serra. L'un d'eux s'avança. Monsieur Wexler. Son ton était poli, mais ses mots résonnèrent comme des pierres. Nous devons vous parler à l'intérieur. J'acquiesçai, ravalant la boule dans ma gorge. Bien sûr, répondis-je en m'efforçant de calmer ma voix. À l'intérieur, le hall était plus froid que d'habitude. Le sol en marbre poli reflétait les lumières crues du plafond, créant de fausses lueurs d'espoir qui s'évanouirent sous mes pas. La réceptionniste leva à peine les yeux à mon passage. Je suivis les 2 hommes dans le couloir jusqu'à la salle de réunion, chaque pas résonnant à mes oreilles plus fort que le précédent. La porte était fermée. J'entendais des voix basses à l'intérieur, la mienne, je l'espérais, et la cadence caractéristique de quelqu'un qui jubilait. L'un des agents de sécurité frappa brusquement la porte. Monsieur Wexler, salle de réunion. La poignée tourna et j'entrai. La pièce était lumineuse, le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées, mais j'avais l'impression d'être sous les projecteurs. Autour de la longue table en acajou s'empilaient des classeurs, dont les dos étaient étiquetés avec des phrases comme audit de projet, irrégularité financière et rapport du personnel. Au micro, Chan, plus élégant que jamais. Chemise impeccable, veste cintrée, taille hocha la tête avec justesse. Son sourire suffisant m'accueillit. « Bonjour, Jared, dit-il d'une voix douce comme la soie. Veuillez vous asseoir. » Je me forçai à hocher la tête et m'assis sur une chaise à l'autre bout. Mes paumes étaient prises d'une envie pressante de repousser les classeurs de la table et de demander qui lui avait donné ce droit. Au lieu de cela, je m'éclaircis la gorge. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ma voix résonna dans la pièce silencieuse. Chan se pencha en arrière, une main posée nonchalamment sur une pile de papier. Je vais laisser Monica m'expliquer, dit-il, les yeux brillants. Cela déclencha un éclair de soulagement. Monica serait là. Elle était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance dans cette pièce. Et maintenant, je réalisais que la seule personne se dressait entre moi et la ruine totale. En fait, ce n'était pas Monica qui se leva, mais 2 avocats en costume que je n'avais jamais rencontrés. L'un ouvrit une mallette et en sortit une tablette. L'autre tapota l'écran. « Monsieur Wexler, dit-il d'une voix dénuée de chaleur. Nous avons des raisons de croire que vous avez détourné des fonds de plusieurs contrats municipaux et effectué des transactions financières non autorisées en vertu de la loi. Le nom de l'entreprise. » J'ai eu le souffle coupé. Les mots flottaient dans l'air, détournés, non autorisés. Engagé. J'ai jeté un coup d'œil à Monica, mais ses yeux étaient baissés, ses lèvres serrées. Il m'a fallu tout mon sang-froid pour ne pas m'effondrer. C'est impossible, ai-je dit, la voix tendue. Je vis et respire cette entreprise depuis 20 ans. Pourquoi corrompre quoi? Chan m'a interrompu, se levant et dépliant un écran de projection. Tandis que la feuille descendait, il a appuyé sur un bouton et, derrière lui, j'ai vu la première diapositive. Le logo de mon entreprise estampillé d'un tampon rouge. Un par un, des tableaux et des graphiques ont rempli le fond blanc, montrant des paiements fournisseurs détournés, des signatures falsifiées et des virements bancaires acheminés via des comptes fictifs. Chaque ligne du tableur était étiquetée, approuvé par JW. Mes initiales, mon nom, ma culpabilité si quelqu'un décidait de croire à cette histoire. Les agents de sécurité se sont avancés, leur badge réfléchissant reflétant la lumière du matin. Monsieur Wexler a dit un jour, nous devons sécuriser votre ordinateur portable et vous accompagner hors de l'entreprise. Propriété. J'ai senti mon estomac se nouer. Le sol a disparu sous mes pieds. Mon ordinateur portable, le travail de toute une vie, mes emails, mes dossiers personnels, étaient saisis comme de la contrebande. Je me suis levé, le cœur battant la chamade. Attendez, ai-je dit, la voix brisée. Vous ne pouvez pas me confisquer mon ordinateur comme ça. Il doit y avoir une erreur. Ma supplication a rebondi sur les murs froids. Un agent a tendu une main gantée vers la table. Mon ordinateur portable y était posé, ouvert sur l'écran de connexion que j'utilisais quotidiennement depuis des années. L'autre agent s'est approché, prenant l'appareil avec douceur mais fermeté. Je l'ai vu glisser comme une bouée de sauvetage qu'on coupe. J'ai ouvert la bouche à nouveau, mais aucun mot ne m'est venu. Chan a applaudi une fois,
comme pour célébrer un travail bien fait. Merci, messieurs. Puis il m'a regardé, son sourire narquois étincelant de triomphe. Je fais le ménage, Jared, et toi, mon ami, tu as été exposé. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Des larmes de colère, de honte, d'incrédulité. Mes joues me brûlèrent tandis que les membres du conseil d'administration et les chefs de service qui m'avaient autrefois admiré me fixaient maintenant dans un silence stupéfait. Quelques conversations chuchotées commencèrent, les voix étouffées. J'entendis le clic saccadé des appareils photo immortalisant l'instant. Moi, l'homme qui avait bâti cette entreprise pierre par pierre, j'étais expulsé comme un criminel. Les agents de sécurité me guidèrent jusqu'à la porte. Chaque pas me semblait une trahison de la part de Shan, du système, de ma propre pitié pour un homme qui ne l'avait jamais mérité. Avant d'atteindre l'ascenseur, je me tournai une dernière fois vers la salle de réunion. Le bureau de Monica était vide. Sa chaise était rentrée avec soin, comme si elle n'avait jamais existé. La seule chose qui se dressait entre moi et Oblivion avait disparu, ne laissant que les piles de papier témoignant de la tromperie de Shan. Je pénétrai dans l'ascenseur, les portes se refermant sur le visage que j'arborais autrefois avec fierté. Tandis que la cabine descendait, je sentis le monde se rétrécir autour de moi. Les rétroviseurs reflétaient un homme brisé, mais loin d'être vaincu. J'appuyai mon front contre la vitre froide et fermai les yeux. Les paroles de Monica, quelques semaines plus tôt, résonnèrent. Tiens-toi prêt. Les portes s'ouvrirent et je sortis dans le hall, passant devant la réception qui remarquait à peine ma présence. Dehors, le soleil matinal me cinglait la peau. J'avalais ma salive et forçais mes jambes à me porter jusqu'à ma voiture. Je ne me retournai pas. Je n'étais pas obligé. L'écho de la salle de réunion, les classeurs, le sourire narquois de Shan, tout cela me entrait jusqu'au jour où je retrouverais mon nom. En me glissant au volant, je touchai du doigt le bracelet que Mika m'avait offert pour la fête des pères, celui gravé de nos initiales. Je murmurai dans le taxi vide, je vais arranger ça. Puis je démarrai. J'abandonnai la vie que j'avais construite et me lançai dans le combat qui me détruirait ou me définirait à nouveau. Une semaine après avoir été expulsé de mon propre bureau, je me retrouvai assise en face d'Alyssa dans une salle de conférence exiguë d'un cabinet d'avocats. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête et une pile de bloc-notes poussiéreux nous séparait. La pièce semblait stérile, comme si le moindre murmure pouvait devenir une preuve contre moi. J'inspirais lentement, laissant l'odeur antiseptique envahir mes poumons tandis que je posais le dossier en papier craft sur la table. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de documents, des journaux de mai, des mémos vocaux, des factures numérisées et les feuilles de calcul d'audit soigneusement compilées de Monica. J'observais le visage d'Alyssa avec un mélange de désespoir et de soulagement. Elle détourna d'abord le regard, la ligne dure de son Joe me rejetant avant de s'arrêter. « Je ne comprends toujours pas, dit-elle d'une voix brisée. Comment a-t-il pu ? Je veux dire, c'était mon frère. Elle pressa ses paumes contre ses genoux, les jointures blanches. Je tendis la main par-dessus la table et posai une feuille de papier devant elle, un rapport d'audit interne au titre rouge, que Monica avait déterré enfoui sous le terrier numérique de Shan. Il détaillait des commandes de matériel manquantes, des factures fournisseurs gonflées et $180 000 non comptabilisés. Les yeux d'Alyssa s'écarquillèrent. Elle toucha le papier, traçant les chiffres comme des hiéroglyphes qu'elle n'avait jamais appris à lire. « C'est réel, murmura-t-elle. J'acquiesçai, ravalant une vague de colère qui menaçait de se répandre dans ma voix. Pas seulement réel, dis-je doucement, mais criminel. Je la vis expirer, le soulagement mêlé de culpabilité dans le pli de ses sourcils. Je me penchai en avant, la voix basse, pour qu'elle seule puisse entendre. Il ne voulait pas seulement se servir. Il voulait me détruire. Je tapotai un autre document, un mémo vocal enregistré par Monica, selon les propres mots de Shan, ordonnant à une cohorte d'associés de la société écran d'enterrer les papiers sous le nom de Jared. Faire croire qu'il trafique les comptes. La main d'Alyssa se porta à la bouche. Il l'a enregistré, demanda-t-elle, stupéfaite. Il l'a fait. Je marquai une pause, pensant à Monica, l'amie que je tenais pour acquise, dont la loyauté dépassait les liens du sang. Mais c'est plus compliqué. Je glissai une autre pile sur la table. Texte d'Erika Finn, la jeune comptable que Shan avait séduite et convaincue de sa complicité. Les messages étaient intimes, complices, entremêlés de Tina Louise, le pseudonyme d'Erika, qui envoyait tard le soir des analyses de contrats falsifiés et l'approbation du bon travail de Shan, ma belle.
Les lèvres d'Alyssa tremblaient en lisant. Il s'est servi d'elle, dit-elle finalement, les larmes aux yeux. Et je me suis dit. Elle secoua la tête, la voix à peine audible. Je me suis dit qu'il tournait peut-être la page. J'avais envie de la serrer dans mes bras, mais je gardais mes distances. Tout ici était une question de preuve, pas d'émotion. Lui, non. Il bâtissait un empire sur des mensonges et des opportunités volées. Les larmes d'Alyssa coulèrent silencieusement. J'aurais dû t'écouter. Elle ferma les yeux, la voix rauque. Je suis désolé, ai-je ravalé. Ses excuses suffisaient. Je n'avais pas besoin de récrimination. J'avais besoin d'un partenariat. Ce n'est pas une question de blâme, ai-je dit. C'est une question de ce que nous allons faire ensuite. J'ai tourné la dernière page, la déclaration sous serment que Monica avait rédigée pour le FBI et le Bureau des fraudes du Wisconsin. Elle relatait une usurpation d'identité. Sean avait signé des autorisations au nom d'un consultant retraité décédé en 2018. Fraude électronique, détournement de fonds et complot en vue d'escroquer. Mon sang battait à tout rompre. Alyssa elle expira, les épaules redressées. Alors, allons-y. Elle tendit la main vers la déclaration sous serment. Faisons-le descendre. J'acquiesçai, croisant son regard. À cet instant, je vis la femme que j'avais épousée, résiliente, déterminée, capable de supporter le poids d'un scandale familial et de choisir la justice plutôt que le déni. Nous signâmes. L'avocat nous indiqua la marche à suivre, remettre les documents au conseil, alerter les agents fédéraux et préparer une action civile pour obtenir des dommages et intérêts. Chaque signature apposée résonna comme un coup de marteau, enfonçant des clous dans le cercueil de la trahison de Sean. Une fois terminé, Alyssa croisa les mains sur la table et respira profondément. Ça fait mal, dit-elle d'une voix rauque. Mais je sais que c'est juste. Je tendis la main et la pris. Les bords calleux de ma paume effleurèrent la sienne, preuve de la vie que nous avions construite ensemble, la vie que Sean essayait de détruire. Pour Micah, dis-je doucement, en pensant au visage confiant de notre fils. Il mérite de grandir dans la vérité et l'intégrité, pas dans le mensonge et la trahison. Les yeux d'Alyssa brillèrent et elle me serra la main une fois, deux fois, avant de la relâcher. Nous avons quitté le cabinet en équipe plutôt que comme des frères et sœurs brisés. Le soleil de l'après-midi me réchauffait les joues lorsque nous sommes sortis, nos dossiers de preuves sous le bras comme des boucliers. Chaque passant était un rappel de la communauté que nous servions. Les familles qui comptaient sur mon cabinet pour construire leurs maisons et leurs écoles. Chaque brique que nous posions avait été coulée avec mon sang, ma sueur et mes rêves. Maintenant, ces briques résisteraient aux tentatives de Sean de tout soulever. Dans la voiture, Alyssa se tourna vers moi. Merci de ne pas avoir abandonné, dit-elle d'une voix ferme mais douce. Merci de vous être battu. Je lui jetai un coup d'œil, submergé par une vague de gratitude pour sa volonté de voir la vérité. Je ferai n'importe quoi pour cette famille, répondis-je. Même si cela implique de me battre contre mon propre sang, acquiesça-t-elle, moi rayonnante. Alors finissons-en. Alors que nous roulions vers la maison, vers le combat qui mettrait à l'épreuve toute notre détermination, j'ai réalisé que la clémence avait sa place. Mais la justice aussi. Et parfois, pour protéger ce qu'on aime le plus, il fallait être impitoyable envers le serpent qui se cache parmi nous. La première fois que j'ai mis les pieds dans cette location exiguë au bord du lac, je me suis senti vide, comme une marionnette dont les fils auraient été coupés. Le mobilier était clairsemé. Un canapé affaissé, une table de cuisine branlante et une unique lampe vacillante qui projetait plus d'ombre que de lumière. Je dormais en jogging et un vieux t-shirt roulé en boule sur le canapé, car la chambre me semblait trop solitaire. Les matins commençaient dans un silence amer. Je m'asseyais à table avec une tasse de café instantané, regardant les vagues lécher le rivage, essayant de me convaincre que j'existais encore en dehors du tribunal des mensonges de Sean. Monica refusait de céder. Elle est apparue à l'aube avant même que je n'ouvre les yeux, respirant l'urgence dans l'air vicié. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle dit, les joues rouges de froid. Elle étala une pile de relevés bancaires imprimés sur la table. Des commandes d'engins de terrassement falsifiés qui ne sont jamais arrivés. Des chèques envoyés à des fournisseurs Shell dans l'Iowa et des virements directement sur le compte de conseil d'Erika Finn. Il a détourné 50 000 $ supplémentaires depuis notre dernier audit, murmura-t-elle, la voix chargée de colère. Je glissai les papiers vers moi, ressentant chaque ligne frauduleuse comme une blessure fraîche.
Pourquoi continuons-nous à rattraper notre retard, demandai-je, même si je connaissais la réponse. Shan avait enfoui ses traces plus profondément que n'importe quel fraudeur ordinaire. Il était passé maître dans l'art de la redirection, d'enfouir les preuves dans des meules de foin numériques. Le regard de Monica se durcit, car chaque fois qu'on pense l'avoir coincé, il réapparaît ailleurs. Elle marqua une pause, la voix s'adoucissant. Mais j'ai un plan. Les jours suivants, nous avons travaillé en tandem acharné. Chaque matin, Monica transportait son ordinateur portable dans la minuscule location et démarrait une forteresse numérique de fichiers cryptés. Je m'asseyais à côté d'elle, armé de documents imprimés de mon avocat et de notes témoignant du soutien renouvelé de Paul Harrison. Nous avons croisé les factures des fournisseurs avec les reçus de livraison, interrogé les superviseurs de chantier à huis clos et assigné à comparaître la messagerie personnelle de Shan. Chaque heure révélait une nouvelle trahison, de faux ordres de modification qui gonflaient les coûts de main-d'œuvre, des honoraires de consultants versés à l'entreprise fantôme d'Erika, et même des paiements de copropriété non autorisés qui correspondaient exactement à l'adresse de Shan. Un après-midi, mon téléphone a vibré, un SMS d'Erika m'a répondu « Il faut qu'on parle ». J'ai peur. Mon cœur battait la chamade. J'ai immédiatement composé son numéro. Sa voix tremblait lorsqu'elle a décroché. Monica appelle. Moi, me menaçant de poursuite. Je n'ai jamais voulu blesser personne. J'ai tenu le téléphone éloigné, écoutant le bruit parasite de ses aveux lorsqu'elle a admis avoir déchiqueté des factures originales et antidaté des autorisations. Il a dit qu'on s'occuperait de moi, a-t-elle murmuré. Je pensais que ce ne serait que de la paperasse. Je l'ai laissé se persuader de s'enfoncer encore plus. Chaque déni et chaque excuse lui tendait un piège qu'elle ne voyait pas encore. Erika, ai-je finalement dit d'une voix mesurée. Si tu veux être honnête, on peut t'aider. Elle a hésité, puis a tout raconté. Des réunions nocturnes avec Shan, des dépôts secrets sur son compte, et la promesse que Shan avait faite de partager ce qui arriverait. Tandis qu'elle parlait, un nœud dans mon ventre s'est défait, remplacé par une fureur vertueuse. Ce soir-là, j'ai retrouvé Monica à la cuisinière à gaz individuelle de location, où nous avons fait chauffer des boîtes de soupe et de lait dans la quasi-obscurité. J'ai exposé les aveux d'Erika et secoué la tête. Il utilisait la loyauté comme une arme, ai-je dit à voix basse. Il a monté un complot sur des gens qu'il pouvait manipuler. Monica hocha la tête, étincelante de détermination. Tant mieux, car il nous reste maintenant 2 fils à démêler, les déclarations d'Erika et les pistes d'audit pour ses condos fantômes. Nous avons passé la nuit à rédiger la déclaration sous serment d'Erika et à l'étayer de documents corroborants, de baux d'appartements mentionnant son nom à l'ancienne adresse de Shan, de registres d'entrepreneurs notariés indiquant l'absence de livraison de matériel, et de mes horodatés qui la mettaient en contact avec des conférences téléphoniques qu'elle niait. À l'aube, je suis sorti pour regarder le lac capter les premiers rayons du soleil. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, une détermination. Le lendemain matin, Erika est arrivée en personne. Nerveuse mais déterminée. Elle a remis à Monica une enveloppe. Kraft remplie de relevés bancaires, de transcriptions de SMS et de sa propre déclaration sous serment. L'encre était encore humide. Je l'ai regardée partir avec un respect nouveau. J'avais sous-estimé son courage face à la menace. En montant dans sa voiture, elle s'est retournée et a murmuré « Bonne chance ». Avec les documents d'Erika en main, nous avions un récit complet à faire. Présenter un réseau de fraude qui s'étendait sur les comptes de l'entreprise, les poches personnelles et l'identité d'un consultant mort. J'ai appelé mon avocat et j'ai prévu une réunion avec le conseil d'administration. J'ai contacté Paul Harrison pour confirmer nos prochaines étapes, et j'ai rédigé un communiqué de presse avec mon conseiller en relations publiques pour récupérer mon nom dans la communauté. Cette nuit-là, de retour à la location, je me suis assis à la table de la cuisine seul, le clair de lune peignant des lignes d'argent sur l'eau à l'extérieur. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre, des yeux fatigués placés dans un visage qui avait riposté dans des endroits plus sombres. J'ai pensé à Mika et comment il avait innocemment demandé si son père avait volé de l'argent. J'ai pensé à chaque moment Tinder que j'avais partagé avec lui apprenant à construire des maisons d'arbres et à ne jamais abandonner quand la vie s'effondre autour de vous. Je me suis permis un moment de gratitude tranquille pour Monica, pour Erika, et pour la vérité qui a refusé de rester enterrée. Alors que la lampe simple de location s'écroulait dans l'obscurité, j'ai chuchoté dans la nuit immobile, ils ne nous briseront pas, et je savais avec une certitude féroce que le prochain lever de soleil me trouverait prêt à récupérer l'entreprise, ma réputation et l'avenir que j'avais construit pour ma famille.
Le jour où Monica a appelé avec sa découverte, je me tenais au milieu d'un hall du centre communautaire à moitié finis, en surveillant la diffusion de blocs de béton et de clous en acier qui serait un jour le lieu de rassemblement de la ville. Mon contremaître était parti pour les fournitures, me laissant seul avec les plans dans l'écho de mes propres pensées. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche avec une urgence que je n'avais pas ressentie depuis que Monica m'a prévenu de Shan pour la première fois. J'ai essuyé mes mains sur mon jean, j'ai regardé l'écran et j'ai vu son texte, des partages cachés, une surveillance légale. Appelez maintenant. J'ai avalé dur et jeté dans la remorque de bureau de fortune où les couches de poussière et de lumière fluorescente ont rendu la réalité retardée. Monica leva les yeux de son ordinateur portable, qui était ouverte à une copie numérisée des documents d'incorporation originaux de la société. Ses yeux étaient brillants de triomphe. Jared, dit-elle en voix basse. Il n'a jamais déposé de dépôt pour supprimer votre propriété. J'ai regardé l'écran, mon cœur battant en lisant les lignes. Jared H. Wexler, 49% des actions ordinaires, non transférables sans consentement écrit express. Shan avait supposé qu'une fois qu'il avait pris le contrôle des opérations, il avait également effacé mon pieu. Mais il avait tort. Je possédais toujours légalement près de la moitié de l'entreprise. J'ai fermé les yeux et laissé cela s'enfoncer. Le pouvoir de forcer sa main a exigé la responsabilité de récupérer ce qui était le mien. Je me suis penché en avant. Donc, avec la preuve de sa fraude, je peux forcer une réunion des actionnaires et demander un vote pour le retirer. Monica hocha la tête, tapotant une clé. Exactement. Et nous avons les preuves. Facture frauduleuse, paiement de la société écran, vol d'identité. Le conseil ne peut pas refuser un vote. J'exhalais, le soulagement et l'étincelle d'adrénaline comme des fils vivants à travers mes veines. Première chose demain, nous avons déposé l'avis, j'ai dit, et j'ai informé Paul Harrison. Il est toujours notre plus grand client. Cet après-midi, j'ai rencontré Paul dans l'arrière-salle d'un restaurant calme où nous avions scellé notre premier contrat majeur sur le café et les bars aérables. Il s'est glissé dans le stand en face de moi, inquiet, tricoté son front quand j'ai vu les cercles sombres sous mes yeux. « Comment tu te tiens » demanda-t-il, remuant de la crème dans son café. Je soupirai. J'ai été mieux, ai-je dit. Mais j'ai des nouvelles. Shan a dépassé. Il a volé plus que de l'argent. Il a essayé de me voler mon entreprise. J'ai présenté les conclusions de Monica. Le transfert d'actions inutiles, la complicité involontaire du conseil et la documentation que nous avons rédigée pour un vote officiel des actionnaires. Paul se pencha en arrière, en traitant le poids de celui-ci. Puis il acquiesça lentement, de manière décisive. Mon conseil d'administration veut de la stabilité, pas du chaos, a-t-il déclaré. Si vous pouvez présenter une nouvelle proposition, celle en qui j'ai confiance vient de vous, ils reviendront. Il m'a glissé un dossier étiqueté la proposition de la commission scolaire Bellidge. Écrivez-le, partenaire. Nous sommes avec vous. J'ai serré sa main sur la table, la gratitude se serrant la gorge. Après des années de loyauté, il m'avait donné une seconde chance. Avec son soutien, je savais que la marée pouvait tourner. Sur le retour, j'ai appelé Monica et je lui ai donné le feu vert pour déposer l'avis des actionnaires auprès du secrétaire d'État. Rendez-le officiel, dis-je. Et préparez la résolution pour retirer Shan en tant qu'officier. Elle a promis une copie des minutes de dépôt et j'ai ressenti la première vraie lueur d'espoir depuis le début de ce cauchemar. Ce soir-là, je suis retourné à la location et j'ai trouvé Alyssa assise à la table de la cuisine, regardant son téléphone. Elle leva les yeux quand je suis entré, et je pouvais voir l'inquiétude encore gravée dans ses traits. « Comment ça s'est passé ?» elle a demandé. J'ai posé ma mallette et je me suis assis en face d'elle, en retirant l'avis déposé et la résolution des actionnaires. « Nous obligeons un vote, ai-je dit. Il détient toujours 49% sur papier, mais avec nos preuves et nos alliés, le Conseil devra agir. » Le soulagement d'Alyssa était palpable. Elle a expiré et a tendu la main pour ma main. « Je savais que vous trouveriez un moyen, a-t-elle dit doucement alors que nous dînions sur le perchoir à emporter et les légumes cuits à la vapeur. Je l'ai guidé à travers le plan, informé le conseil d'administration, appelé une réunion d'urgence, présenté Erika et l'affidavit de Monica et sécurisé le contrat renouvelé de Paul Harrison sous mon nom. Au moment où nous avons nettoyé les assiettes, notre partenariat s'est senti renouvelé avec un but et une détermination partagée pour protéger l'entreprise dont dépend de leur vie. Le lendemain matin, il est apparu croustillant et clair. Je suis arrivé à l'immeuble de bureau du centre-ville,
saisissant le préavis des actionnaires imprimé. La réceptionniste m'a regardé avec une curiosité polie alors que je me suis connecté. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai ressenti le poids de chaque étape, chaque étage comptant vers le bas pour affronter, pour calculer, au moment où je me levais et reprendrais ce qui était à moi. Dans la salle de conférence, Monica et moi avons réglé nos documents sur la table aux côtés des classeurs des preuves financières. Les membres du conseil d'administration, certains sympathiques, certains se méfient, se sont assis. Sean est arrivé dernier, plus suffisant, jusqu'à ce qu'il voie la pile de documents juridiques l'attendre. Son sourire narquois vacillait en s'éclaircissant la gorge. Merci à tous d'avoir rassemblé un délai aussi court, ai-je commencé. J'ai appelé cette réunion en vertu de mes droits en tant qu'actionnaire de 49% pour lutter contre les violations graves de fiduciaires. Alors que l'audience se déroulait, Monica a présenté l'audit. J'ai présenté la surveillance juridique. Paul Harrison a témoigné par téléphone, approuvant ma direction. Sean a essayé de s'opposer, en lançant dans des refus de répétition, mais chacun a été accueilli avec une épreuve documentée, des factures, des mémos vocaux, des affidavits d'Erika, et la chaîne juridique inutile montrant mon partage. Vaincu que le vote a été appelé, le conseil d'administration a unanimement en tant qu'officier et a réaffirmé mon poste de PDG. Avec l'excitation quand il a entendu les nouvelles. De retour, mon pote. Et je suis ici pour rester. J'ai raccroché et j'ai regardé le ciel du Wisconsin à travers les fenêtres de la salle de conférence. Le combat avait été brutal, mais la victoire a été plus douce pour chaque bord qu'il avait fallu pour atteindre. J'avais récupéré non seulement une entreprise, mais la confiance de mes employés, le respect de mes clients et la loyauté de ma famille. Sean avait oublié la règle la plus importante. Vous pouvez simuler des papiers. Vous pouvez forger des signatures, mais vous ne pouvez pas simuler le dévouement, la loyauté ou le lien incassable entre un homme et la vie qu'il a construite de ses propres mains. J'ai gelé lorsque mon téléphone a bourdonné sur le siège passager. Le nom de Mike allumant l'écran comme une balise dans l'obscurité de mes incertitudes. Je viens de terminer la révision de la version finale de notre nouvelle proposition au Belridge School Board. Chaque aperçu et estimation des coûts soigneusement recalculés sous ma montre lorsque sa voix a crépiré le haut-parleur. Papa, est-ce vrai? Son ton tremblait de confusion et de peur. Avez-vous volé de l'argent? Mon cœur a bouché, atterrissant quelque part sous mes côtes avec un bruit sourd. J'ai saisi le volant, des jointures s'élargissant et avalaient devant la bosse dans ma gorge. Qui vous a dit ça, Buddy? Demandai-je, essayant de stabiliser ma voix contre le tremblement que je ressentais à l'intérieur. Il hésita, respirait peu profond. Oncle Sean, a-t-il dit, vous avez gâché les paiements et que maintenant vous êtes en difficulté. Ces paroles ont fait écho aux rumeurs de poison. Je me suis battu pour enterrer. Innocent, attiré par un drame qu'il n'aurait jamais dû connaître. Tu es un méchant? Il murmura-t-il, la voix craque. J'ai inspiré, ripostant une marée de culpabilité pour traîner mon fils dans ce chaos. Non, je dis fermement. Je suis ton père. Je construis des choses pour que les gens puissent vivre et apprendre et rire de la sachez quoi croire. L'admission m'a déchiré. C'est bon, j'ai répondu. Sachez que je t'aime et je travaille pour faire les choses correctement. Je vais vous montrer la vérité quand je rentrerai à la maison. D'accord, chuchotait-il. Faites attention. La ligne est devenue morte et je me suis assis avec l'écho de ces mots, les lumières du tableau de bord peignant mon visage dans des couleurs meurtries. Je ferai les yeux et expirai, m'exprimant pour ce qui est venu ensuite. Plus tard cet après-midi, Monica a appelé avec des nouvelles qui se sentaient. L'identité de Harold Simmons, un consultant à la retraite qui est décédé il y a 7 ans pour autoriser les ordres de changement de fantômes. Comme une monnaie contrefaite. Urgence. Je suis dessus. Ce soir-là, j'ai rencontré Alyssa au petit café que nous fréquentions avant que tout ne s'effondre avant que son frère n'enroule nos vies dans ses mensonges. L'endroit était presque vide, une lumière ambrée se répandant sur des cabines en cuir usé. Je lui ai parlé de l'audit, des approbations forgées, de l'identité de l'homme mort utilisé comme appât. Ses yeux se remplissaient de larmes, mais sa voix est restée stable. C'est criminel, Jared. Nous devons aller jusqu'au bout. J'ai hoché la tête. J'appelle le FBI demain et le Wisconsin Fraud Bureau. Je m'arrêtai, avalant la bosse dans ma gorge. Je ne veux pas que Mika grandisse en pensant que son père est autre chose que honnête. Elle atteignit la table et serra ma main. Il comprendra,
a-t-elle dit. Il verra que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour le protéger. Le lendemain matin, est arrivé avec un froid fragile dans les airs, les premiers indices de curling d'automne au bord du lac. Je me suis rendu au bureau de mon avocat, en serrant le rapport d'audit et l'affidavit de Monica dans un tremblement adhérence. La réceptionniste m'a salué avec un hochement de tête poli, et je me suis assis dans la zone d'attente, le cœur battant si férocement, je pouvais le sentir dans mes doigts. Lorsque je suis entré dans la salle de conférence, les murs blancs stériles et la table en acajou se sont sentis moins intimidants que les classeurs des preuves que nous avons posées devant les avocats. Commande d'achat estampillée de signatures forgées, de transfert de câbles pour les sociétés d'observation. Le certificat de décès de Harold Simmons à côté d'une copie de l'autorisation falsifiée. Chaque page témoignait de la cupidité de Sean et de ma propre erreur de jugement en lui faisant confiance. Mon avocat, Rebecca, a tout examiné avec le froncement de sourcils réfléchi qui lui avait valu ma confiance absolue. C'est hermétique, a-t-elle dit. Enfin, nous allons déposer des références criminelles et je rédigerai la poursuite civile pour récupérer les fonds et votre réputation. Et une fois que le FBI a verrouillé ce vol d'identité, ils se déplaceront rapidement. Le soulagement m'a inondé, mais derrière elle se cachait une appréhension. La chute de Sean a signifié plus de gros titres, plus d'audience battles, plus de façons pour mon fils d'entendre des rumeurs que je préfère qu'il ne savait pas. J'ai signé les formulaires nécessaires, chaque autographe, une déclaration de guerre contre l'homme qui avait dégagé sa famille tout en brandissant la tromperie comme une lame. Alors que je me tenais pour partir, Rebecca plaça sa main sur mon épaule. Vous faites la bonne chose pour l'entreprise et votre famille. J'ai hoché la tête, me volant. C'est ce que mon père aurait fait. De retour dans ma voiture, je me suis permis un moment de vulnérabilité. J'ai fermé les yeux et représenté le visage incertain de Micah, puis sa confiance provisoire lorsque j'avais promis de bien régler les choses. J'ai doigté le bracelet en argent sur mon poignet, le cadeau de la fête des pères, et chuchoté, je vais réparer ça, fils. Le moteur ronronnait la vie, et je me suis dirigé vers la location près du lac. La route à venir s'est éclairée par ma détermination à effacer mon nom et à protéger l'avenir que j'avais construit. Je me suis assis sur le fauteuil raide de la salle de conférence du bureau de droit, mes épaules au carré comme s'il portait le poids de chaque faux pas que j'avais jamais fait. À travers la table en chêne poli, Alyssa m'a regardé avec des yeux stables. Les yeux qui avaient autrefois été remplis de doutes, mais qui reflétaient maintenant une détermination inébranlable. Le soleil de fin d'après-midi a filtré à travers des stores, jetant des ombres rayées sur la table parsemée de preuves. J'ai pris une respiration, j'ai ouvert le fichier devant moi et j'ai commencé. J'ai appelé cette réunion, donc il n'y a plus de mensonges, dis-je, voix basse mais ferme. Mes mains planaient sur les documents, les chaînes de courrier électronique entre Sean et Erika, l'audit médico-légal de Monica des factures des fournisseurs, le certificat de décès de Harold Simmons à côté du formulaire d'approbation falsifié. Tout ce que vous êtes sur le point de voir est la vérité. Alyssa a inspiré brusquement et j'ai senti le moment où elle a réalisé à quel point la tromperie de Sean était profonde. Je me suis retourné à la première exposition, une transcription d'un message vocal que Sean avait enregistré sur le téléphone de notre entreprise dans lequel il s'est vanté de déplacer des fonds vers des comptes de coquilles et de déguiser les frais sous mes références. Le fichier audio était accompagné d'une impression de spectrogramme qui a tracé les métadonnées à son appareil personnel. J'ai regardé les phalanges d'Alyssa s'élargir alors qu'elle saisissait le bord de la table. Ensuite, j'ai présenté l'affidavit signé d'Erika. Son écriture était soignée, son admission précise, qu'elle avait déchiqueté des documents originaux à la demande de Sean, des commandes de changement arrière et dissimulé les ordres d'équipement manquants. Je m'arrêtai, laissant le silence remplir la pièce avant de parler à nouveau. Il a manipulé sa loyauté tout comme il a manipulé le mien. J'ai tourné les pages vers l'audit interne que Monica avait découvert. $180,000 non comptabilisés pour les achats fictifs et les sous-traitants fantômes. Il comprenait des copies numérisées des chèques annulés, des reçus de virements bancaires et des entretiens avec des superviseurs du site qui ont attesté qu'ils n'avaient jamais reçu l'équipement que Sean a réclamé. Pendant que je parlais, j'ai raconté chaque élément de preuve, nommant des témoins, des dates et des montants avec une précision chirurgicale. Les yeux d'Alyssa se précipitèrent entre les lions et moi, traitant l'avalanche de la preuve. Je pouvais presque voir les vieilles fissures dans sa confiance commencer à guérir. Elle tendit la main, lissant le coin d'une feuille de calcul imprimée. Je n'en avais aucune idée, murmura-t-elle. Il a construit une maison de cartes, et je me tenais à l'intérieur. Je sais, répondis-je en me penchant en avant. Il a exploité notre foi en lui.
Mais cela se termine maintenant. J'ai fermé le classeur et ouvert un autre dossier, l'avis officiel déposé auprès du secrétaire d'État en réservant mes droits des actionnaires de 49% ainsi que la résolution de retirer Shan en tant qu'officier. J'ai glissé les documents à travers la table. Avec cela, nous reprenons le contrôle. Ses lèvres se pressaient dans une fine ligne. Il va le combattre. La tondeuse dans sa voix a révélé sa peur. J'ai hoché la tête, attendant la résistance. Il le fera, mais nous avons tous les droits. Et lorsque le conseil d'administration voit les preuves, il n'y a aucun cas qu'il puisse faire. Je lui ai ensuite remis la plainte civile rédigée par notre avocat, les chefs d'accusation de violation de l'obligation fiduciaire, la fraude, le vol d'identité et la conversion des actifs de l'entreprise. Chaque chef d'accusation a été étayé par des pièces, des contrats, des factures, les journaux d'audit et le témoignage d'Erika et de Paul Harrison. J'ai regardé la langue, légale mais sans ambiguïté. Une fois que nous avons déposé cela devant le tribunal de district, j'ai dit que nous récupérons les fonds manquants, ma réputation et envoyons un message clair. Vous ne trahissez pas cette famille ou cette entreprise en toute impunité. J'ai vu des larmes briller dans ses yeux, des larmes nées de soulagement et de remords. Alyssa a fermé le dossier et me leva les yeux. Merci de m'avoir montré la vérité, a-t-elle dit, la voix épaisse. J'étais aveugle. J'ai tendu la main pour lui prendre la main. Nous sommes dans le même ensemble, Alyssa. Toujours. Ce soir-là, j'ai quitté la salle de conférence avec mon avocat et Monica, portant les versions finales de la plainte et de la résolution des actionnaires. À l'extérieur, le ciel était de profond indigo, les premières stars clignotant de l'existence sur Barrow Falls. L'air était vif, portant la promesse de changement. Plus près que jamais. Sur le retour à la maison, j'ai pensé à Mika, me demandant comment expliquer la bataille que je me produisais en son nom. Je me suis garé devant ma location et je suis monté sur le porche, le bois grinçant sous mes bottes. À l'intérieur, j'ai trouvé Alyssa en attendant, ses bras, mais sa posture est détendue. Elle m'a tendu la vérité. La chaleur s'infiltre dans ma peau. La première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai senti la marée devenue irréversible en ma faveur. Je me tenais sur le porche avec elle alors que la lune montait plus haut. Le coup doux du lac au loin comme des applaudissements pour les victoires silencieuses. La topographie de ma vie avait changé. La confiance avait été trahie, mais la justice était imminente. J'ai ressenti la force solide de chaque brique que j'avais posée, toutes les promesses que je tenais, et je savais que cette réunion, ce refus d'accepter des mensonges, avait établi le cours pour l'entreprise, ma famille et l'homme que je me suis jugé. Celui dont le grain et le cœur dureraient bien au-delà de toute tempête. Le matin, les fédéraux sont arrivés, je me suis réveillé avant l'aube jusqu'à la bruine régulière de la pluie sur le toit en métal de location au bord du lac. Le mollet était un rappel que les tempêtes viennent tranquillement au début, comme des mensonges, avant qu'ils ne se brisent avec le tonnerre. Je m'habillai rapidement en jean et une chemise en flanelle, puis je regardais la table où j'avais exposé le dossier final. Affidavit de Monica, Erika et Paul, la plainte civile déposée, la résolution des actionnaires et références criminelles au FBI et au bureau de fraude du FBI et du Wisconsin. Les papiers se sentaient lourds sous mes doigts, comme le poids de chaque promesse que j'avais faite à mes employés, à mes clients et à Mika. Alyssa était déjà dans la cuisine en versant du café dans 2 mugs dépareillés. J'ai inhalé le riche arôme alors qu'elle me tenait une tasse sans lever les yeux, la vapeur se crissait entre nous comme la fumée d'un champ de bataille. Ils seront bientôt là, a-t-elle dit doucement. Sa voix était calme, mais j'ai vu la tension enrouler derrière ses yeux. J'ai hoché la tête, drainant ma tasse. Allons au bureau, répondis-je en me volant pour la journée à venir. Lorsque nous sommes arrivés au siège du centre-ville, le ciel était devenu gris de fer, des gouttes de pluie roulant dans le pare-brise comme des larmes. Je me suis garé sous le porte-cocher et je suis entré dans le hall où la réceptionniste me considérait avec surprise. Ils sont là, dis-je simplement en hochant la tête vers les 2 hommes en costume sombre, en parlant tranquillement à un gardien de sécurité à l'entrée. Les badges brillaient sous les lumières fluorescentes. Laissez-les entrer. Le gardien s'est éloigné sans un mot, et j'ai ouvert la voie dans le couloir. Mes pas résonnaient contre les planchers polis alors que je passais les travaux vides. Les cabines qui avaient quelques jours avaient eu la présence de Shan. Soulagement, et l'espoir a attrapé l'œil de Monica. Menottée, ses épaules se sont effondrées, mais portant toujours son expression de signature comme si c'était aussi une illusion qui s'échapperait. S'éclaircissant la gorge, attirant l'attention de chacun. Bonjour, il a commencé,
à l'Ulysse mais faisant autorité. Il s'agit d'une enquête fédérale sur la fraude filaire présumée, le vol d'identité et le détournement. Nous avons des mandats pour rechercher les dossiers des sociétés, saisir des documents financiers et emmener toute personne ayant des informations pertinentes pour interrogatoire. Monsieur Donovan, a-t-il dit, hochant la tête à Sean, vous êtes en état d'arrestation. Le sourire narquois de Sean vacilla, ses yeux se précipitant dans la pièce pour une évasion qui n'existait pas. Deux policiers des vêtements simples se levèrent et s'approchèrent de lui avec une poignée douce mais ferme sur ses coudes qui l'ont guidé sur ses pieds et se sont coiffés sur les menottes. Le clic ressemblait à gavelle d'un juge, et j'ai senti un froid à l'arrière de mon cou, en partie triomphe, en partie du chagrin pour l'homme qui avait autrefois été de la famille. J'ai regardé Erika, escortée séparément, suivait les agents avec une crise résignée de ses épaules. Son visage était pâle, mais ses yeux ont rencontré les miens un instant, comme s'il cherchait pardon ou peut-être simplement confirmé que sa décision dire que la vérité n'avait pas été vaine. Je lui ai offert un bref signe de tête. Votre courage comptait. L'agent Thompson s'est ensuite tourné vers moi. Monsieur Wexler, nous pourrions avoir besoin de votre aide pour examiner les dossiers et fournir des témoignages. Nous opérons ici pour les prochaines heures. J'ai avalé le nœud dans ma gorge. Bien sûr, dis-je, voix stable. Tout ce dont vous avez besoin. Alors que les agents se sont mis à travailler à travers des fichiers, le numérique et le papier, la présentation de la carte de Sean a été oubliée sur la table. Derrière moi, les employés ont chuchoté et ont échangé des regards. Je suis entré à la fenêtre et j'ai regardé la rue Reynapolde, sentant le poids de chaque œil sur moi. L'homme qui avait construit cette compagnie était inébranlable au centre de la tempête. À midi, les fédéraux avaient regroupé des dizaines de boîtes de documents dans les troncs de voitures non marqués. Ils ont photographié des terminaux de bureau, collecté des lecteurs du pouce et interviewé le personnel clé. Je me suis assis à travers tout cela, mon cœur faisant le jeu alors que chaque élément de preuve faisait surface. Les signatures forgées, les paiements réduits, le Shell Company facture, tous les péchés que Sean avait commis en mon nom. Pendant une accalmie, Paul Harrison a marché avec dégoulinant mais résolu. Il a attiré mon attention et a haussé les sourcils dans une question silencieuse. Avez-vous ce dont vous avez besoin? J'ai hoché la tête, puis je me tournai pour regarder alors qu'il s'approchait de certains membres du conseil d'administration, les rassurant que le contrat de Belridge était sur une fois que le leadership s'est stabilisé. Quand il m'a serré la main, l'emprise était ferme et inébranlable, une validation que j'avais combattue des mois pour récupérer. Tard dans l'après-midi, alors que les dernières camionnettes s'éloignaient et que la salle de conférence a vidé, l'agent Thompson s'est approché de moi. Monsieur Wexler, merci pour votre coopération, a-t-il dit, prolongeant un dossier. À l'intérieur, il y avait des copies de l'affidavit que j'avais déposé, tamponné et marqué avec le sceau du FBI. Nous allons vous suivre pour des témoignages, mais nous pensons que nous avons ce que nous avons besoin pour procéder. J'ai fermé le dossier et expiré, les lavés de soulagement sur les tirs. Sortir les marches du bâtiment et respirer dans l'air et le renouvellement de la liberté et du renouvellement. Des larmes dans ses yeux. Nous l'avons fait ensemble, un tremblement de terre. Le hall était fraîchement peint. La réception est occupée par des visages familiers et Monica attendant de m'accueillir avec un sourire. La tension qui, une fois cachée dans l'air, avait été remplacée par la détermination et l'optimisme. Je m'arrêtai à l'entrée, ferma les yeux et inspirai profondément. Derrière moi se trouvait l'épave de la trahison, de la confiance brisée, des fonds volés, des réputations brisées. Avant moi, je me suis le travail acharné de reconstruction, de loyauté réapparue, de projets restaurés et de la promesse d'un avenir que je protégerai plus farouchement que jamais. Alors que je faisais mes premiers pas dans le couloir, un chœur de bienvenue, Jared, s'est levé de mon personnel. Je me suis arrêté et je me suis tourné pour les faire face, le poids de la levée du mois dernier de mes épaules. J'ai levé la main dans la salutation et j'ai dit « Merci. Passons à travailler. » Le sol ne s'est plus cédé sous moi. Au lieu de cela, il s'est tenu stable, construit sur les bases de la vérité, de la loyauté et du grain implacable qui m'avait toujours défini. L'accord de plaidoyer de Sean est arrivé un jeudi après-midi gris, scellé dans une enveloppe estampillée avec l'emblème du procureur américain. Je me suis ouverte dans mon bureau, mon coin et à comprendre les mots. Erika, 16 mois, et la perte de sa licence comptable. Significatif. Sa voix était douce, mais la fierté de son ton a résonné plus fort que n'importe quel applaudissement. J'ai hoché la tête, les yeux s'attardant sur la photo. Les visages rappelaient pourquoi je me suis battu si fort.
Pas à but lucratif ou à la réputation, mais pour les personnes qui m'ont fait confiance avec leurs moyens de subsistance. En ce qui concerne Monica, j'ai tapé la photo. Cette entreprise n'existerait pas sans eux, ai-je dit. Et cela n'aurait certainement pas survécu sans toi. Elle sourit, brossa une mèche de cheveux en vrac derrière son oreille et laissa la photo penchée contre ma table de rédaction. Ce soir-là, j'ai parcouru le complexe de bureaux presque vide, passé des travailleurs en rangeant des outils et des superviseurs en verrouillant des armoires. Les lumières fluorescentes vacillaient au-dessus, mais je n'ai vu que la transformation des murs une fois marqués par des conflits, maintenant peints avec un nouveau optimisme. En sortant, je me suis arrêté à la porte de la salle de conférence où les lions de Shan avaient autrefois aligné la table comme les documents du bourreau et placé une main sur le verre givré. J'ai imaginé les échos de ce jour, son sourire suffisant, les officiers de sécurité, les lions estampillés. Et pourtant, je me tenais ici, libre de ce fardeau, ininterrompu. À la maison, j'ai trouvé Alyssa et Mika dans le salon en train de construire un train modèle sur le tapis. Mika leva les yeux écarquillés d'excitation. « Papa, la gare a besoin d'une lumière de signal, » a-t-il dit, appuyant sur une minuscule LED en place. Je me suis assis à côté de lui, j'ai soulevé la boîte de commande miniature et a retourné l'interrupteur. La lumière cligna des yeux rouges et verts, jetant une lueur ludique. Il sourit. Je me suis levé. Je suis penché sur moi, nous avons toujours réussi à se remettre à la boutique. J'ai senti la chaleur de la communauté s'installer autour de moi comme une couverture. Au bord de la propriété où les premiers poutres du centre communautaire se sont fièrement affrontés contre le ciel obscurcissant. Mon contremaître Dave emballait ses outils. Je me suis approché de lui, les mains dans mes poches. Il leva les yeux, s'arrêta et hocha la tête. « Heureux que tu sois de retour, dit-il, je suis sincère. » J'ai tendu ma main. Il le serra fermement. « Termons ça, répondis-je. Cette nuit-là, je me suis assis sur le porche avec une seule lanterne, le lac reflétant les étoiles au-dessus. Le combat m'avait testé. La trahison avait sculpté des cicatrices que je porterais pour toujours. Mais à leur place est devenu quelque chose de plus fort. La résolution, la gratitude et une conviction inébranlable que la loyauté, la vraie loyauté ne pourrait jamais être truquée. J'ai fermé les yeux, inspiré l'air croustillant et chuchoté dans le calme, je suis toujours là. Et je n'étais pas seulement comme l'homme qui a récupéré son entreprise, mais en tant que mari, père et ami dont la fondation a été construite sur la sueur, la confiance et les liens incassables de la famille.